Bonjour professeur. Oui, bonjour. En tout cas, c'est toujours pour nous un motif de joie. Malgré vos multiples occupations, vous avez toujours un peu de temps pour nous, pour toujours vous exprimer et partager de votre expérience autour de vos qualifications différentes. Nous avons bien voulu qu'aujourd'hui, vous puissiez encore dire un mot sur cette page HPC pour toujours entretenir ce besoin que les pharmaciens ont de pouvoir être encore plus performants dans leurs prestations quotidiennes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes approchés de vous pour que vous puissiez dire un mot autour de la pharmacie clinique. Quel est son impact, quelle est son importance dans la pratique quotidienne pour améliorer la prise en charge des patients. Ouais, merci pour votre question et surtout pour votre souci de vous préoccuper de l'amélioration d'exercice de notre profession pharmaceutique. Alors peut-être que je vais aborder votre problème en partant de cette anecdote. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a eu un grand combat entre les secteurs pharmaceutiques, les professionnels de médicaments et les commerçants dans les supermarchés en Europe. Ok. Autour d'un produit qui est le paracétamol. Paracétamol pour les détenteurs des supermarchés, c'est un produit de confort. Donc, il pourrait être vendu tranquillement dans les supermarchés. Parce que chacun veut s'arracher une part du marché, gagner l'argent. Pour les pharmaciens, non. C'est un médicament et comme c'est un médicament, il répond à la définition légale des médicaments. Donc, on doit le vendre à l'officine. Et je me rappelle même qu'à un moment donné, c'est vrai, on a commencé à vendre les paracétamol en vente libre dans les supermarchés. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est un des produits en France qui est cité parmi celui qui produit beaucoup d'effets indésirables, notamment l'hépatotoxicité, et que c'est un médicament sous surveillance. Vous voyez, à partir de cette anecdote, que l'intérêt, ce n'est ni les médicaments, ni les business qu'on fait derrière. L'intérêt, c'est la personne qui prend les médicaments, les patients. Donc, la pharmacie clinique réfléchit un peu autour de cela. Mettre les patients au centre de la préoccupation. Cette évolution, nous devons capturer cela et matérialiser cela. Surtout dans les pays comme les nôtres, qui sont les pays avec un État faible et une gouvernance faible. Quel est le problème pour lequel les pharmaciens souffrent en RDC? Parce que vous savez que partout au monde, les pharmaciens, dans le secteur médical, les pharmaciens sont ceux qui ont le plus de moyens. Je n'insiste pas sur les moyens, mais la vérité c'est ça, c'est que les pharmaciens, il y a un côté un peu commercial, business, et donc les pharmaciens sont ceux qui ont un peu plus de moyens, même par rapport aux autres partenaires dans le secteur médical. C'est eux qui financent les congrès, par exemple, des médecins ou des infirmiers, c'est eux qui cotisent pour soutenir ceci ou cela. Il n'y a qu'en RDC où les pharmaciens sont un peu les misérables de ces secteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état faible. Donc, la pharmacie sans la loi est un commerce. Je viens vous dire bonjour. En disant que dans les pays à gouvernance faible, comme le nôtre où la loi est faible, alors la pharmacie devient commerce. Et il est même difficile au commun des mortels de faire la différence entre un pharmacien formé, et je rappelle ici que les études de pharmacie sont les études les plus difficiles. Vraiment. Voyez-vous? Et donc, faire la différence entre un homme comme ça et un vendeur, de la preuve, c'est ce qu'on appelle tout le monde pharmacien. Donc, moi j'ai toujours soutenu qu'il y a une démarche du pharmacien, un effort personnel, un don de soi qui doit faire que cette différence intervienne. Pour vous donner un exemple sur la faiblesse de la loi, à l'époque j'étais président urbain de l'association
des pharmaciens zaïrois à Farza à l'époque. Ok. Ça, c'était avant que l'ordre ne naisse. D'ailleurs, nous étions parmi les gens qui ont démarché que l'ordre ne naisse. Je raconte toujours à mes étudiants comment on nous a embarqués dans les bateaux présidentiels, comment on a failli nous lyncher ici. Bref, mais on est allé voir un gouverneur à l'époque pour essayer de lui expliquer que ce qui se fait en RDC n'est pas normal, que la population est exposée sans défense au danger du médicament parce qu'on a négligé les rôles du pharmacien et qu'il était important qu'on puisse assainir le secteur pharmaceutique. Ces mots assainir fait dresser toujours les poils des politiciens et peut-être même des commerçants dans le domaine pharmaceutique. Alors il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. On a dit il faut assainir, il faut que celui qui a un diplôme exerce et celui qui n'en a pas n'exerce point. Donc ça veut dire qu'il y a des pharmacies qui vont être fermées, donc ça veut dire qu'il y a des médicaments qui ne seront pas vendus dans la rue, etc. Le gouverneur de la ville nous a regardé, il a dit mais vous savez, les gens là qui vendent les médicaments comme vous dites là, c'est quand même la population et ça fait partie des électeurs. Et qu'aujourd'hui, si je prends des mesures comme ça, vous savez, c'est l'électorat. Vous voyez que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a des démarches de la part du pharmacien pour se rendre utile. Et je crois que la pharmacie clinique vient un peu pour appuyer cette démarche, sinon l'implémenter. Parce que jusqu'à historiquement, la pharmacie et les pharmaciens ont comme centre d'intérêt principal les médicaments. C'est-à-dire, quand on voit les pharmaciens, on voit les médicaments. La recherche sur les médicaments, la préparation des médicaments, et la conservation des médicaments. Bref, toute la connaissance en matière de médicaments, ça c'est les pharmaciens. Mais avec la pharmacie clinique, il faut que ces connaissances s'appliquent vers l'utilisateur du médicament. Donc le centre d'intérêt devient l'utilisateur du médicament. Et donc il faut que l'utilisateur du médicament sente qu'il est traité différemment par un pharmacien et par un non-pharmacien. Oui, ça c'est simple pour ce qui est de la pharmacie clinique. Je parle de l'utilisateur, mais même les prestataires des soins, ils ont besoin des appuis pour optimiser les choix thérapeutiques. Il faut qu'il soit sûr que quand il a fait sa prescription, il n'y a pas d'erreur médicamenteuse, que cela ne va pas engendrer des fautes médicales, que cela ne va pas engendrer de iatrogénie médicamenteuse. Il veut être sûr de ça. Et moi, j'ai l'expérience parce que dans ma petite carrière, je participe souvent au recyclage des médecins, des pharmaciens, et je vois les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les besoins qu'ils ont d'être appuyés. Effectivement. Donc, les pharmaciens doivent connaître les médicaments, mais ces connaissances sur les médicaments doivent être dans l'intérêt de l'utilisateur des médicaments, dans l'intérêt des prestataires des soins. Voilà un peu la transformation, n'est-ce pas, et l'orientation. Et pour ça, les pharmaciens ont un grand effort à fournir. Ils doivent fournir un effort pour connaître les médicaments. Mais ils doivent fournir des efforts pour que ces connaissances soient mises à la disposition des autres. Ils ne doivent pas être effacés, parce que maintenant vous allez dans les pharmacies, et quand je parle de pharmacies d'officine et de pharmacies d'hôpital, c'est les lieux par excellence où s'exerce la pharmacie au service du patient. C'est le lieu par excellence. Mais vous ferez que la première chose, c'est que le pharmacien n'est pas là. Ça, c'est une chose. Et puis, même quand il est là-bas, il fait son métier comme s'il s'ennuyait. Est-ce que ça ne lui rapporte pas assez? Est-ce qu'il n'a pas voulu être pharmacien, il est devenu par accident? On ne sait pas. Mais le problème, c'est qu'en se comportant de cette manière, il n'est pas attractif. Voyez-vous? Donc, il faut un don de soi. Il faut être là, il faut être à l'officine, à l'hôpital. Il faut exercer son métier. Il faut avec le médecin, intervenir pour dire, discuter. Voilà, oui, discuter, apporter des connaissances. Quels sont les guides de prise en charge pour telle ou telle autre maladie? Qu'est-ce que, sur le plan mondial, on recommande dans la prescription de tel ou tel autre médicament? Quels sont les médicaments qu'il faut prescrire? Comment faire les associations médicamenteuses? Comment éviter les interactions médicamenteuses? Quelles sont les précautions à prendre? Bien sûr, pour cela, il a besoin des outils pour l'aider, mais il doit être là.
Il doit être à côté de l'infirmier pour dire à l'infirmier, attention, on ne peut pas mélanger tel produit de tel autre produit dans le bac. Si vous allez ici dans les centres de santé en général, ou même dans les hôpitaux, vous allez voir, quand on fait une perfusion contre telle ou telle pathologie, prenons le paludisme, vous avez des bactéries où on a mélangé tout là-dedans, n'est-ce pas? Sans tenir compte des dangers. Oui, la solution est jaunâtre et puis les parents sont contents parce que ce médicament-là est jaune. Quand ce n'est pas coloré, on ne fait pas confiance à l'infirmier, etc. Là, les pharmaciens doivent intervenir aussi. Il y a ce qu'on appelle les incompatibilités. Mais qui connaît les incompatibilités médicamenteuses mieux que les pharmaciens? Et le pharmacien lui-même, dans l'exercice de sa propre, il doit se mettre à la disposition du malade. Okay. Il doit connaître les malades. D'où la notion de consultation pharmaceutique. Il y a même cette notion de dossier des malades à l'officine. Okay. Vous savez, ces choses, quand on les dit, ça paraît compliqué, mais il faut commencer progressivement. Et je suis convaincu que les pharmacies où les pharmaciens sont présents et que tout le monde en parle seront plus fréquentés que les pharmacies où on est servi comme si on achetait, je ne sais pas moi, n'importe quel denrée. Ça sera même un assainissement. Et là, professeur, vous voyez, une question me vient encore à l'esprit. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent être disponibles dans l'hôpital et des médicaments qui peuvent être disponibles seulement dans l'officine? Cette problématique-là, des médicaments d'hôpitaux et des médicaments à l'officine, parce que c'est aussi un problème pour le professeur. Non, en général, hein, vous avez l'hôpital. Bon, maintenant il faut prendre le système de santé. Chez nous, par exemple, dans notre système de santé, dans notre pyramide sanitaire, vous avez à la base les soins de santé primaires, les soins de santé communautaires, qui sont focalisés autour du centre de santé. Les centres de santé, vous les trouvez dans l'aire de santé. Et dans les centres de santé, je parle des principes parce que ce n'est pas ce qu'on vit malheureusement. Dans les centres de santé, celui qui est là-bas, c'est l'infirmier titulaire qui est responsable. Dans les centres de santé, les plateaux techniques est limité. Vous n'avez pas, par exemple, l'appui de laboratoire. Et dans ces conditions, il y a un nombre limité de médicaments qui sont utilisés par rapport aux ordinogrammes. Et là, vous n'avez pas besoin de pharmacien. D'ailleurs, il n'y a même pas de médecin. Parce que dans l'ordinogramme dit déjà à l'infirmier, par rapport aux symptômes, donc aux plaintes des malades, on parle de traitement syndromique, par rapport aux plaintes des malades, quelles sont les interventions qu'il peut faire, quelles sont les interventions qu'il ne peut pas faire et qu'il doit référer au niveau de l'hôpital. C'est ce qu'on appelle l'hôpital général de référence. Bien sûr, entre le centre de santé et l'hôpital général de référence, vous avez des centres de santé de référence, centres de santé maternité, mais vous avez les centres de santé. Alors, vous avez l'hôpital général de référence. Et à l'hôpital général de référence, là, vous avez le médecin. Et là, vous avez les pharmaciens qui a un stock de médicaments. Pas n'importe quel médicament, parce que l'hôpital n'a pas les moyens nécessaires pour avoir tous les médicaments. D'où la nécessité d'avoir une pharmacie. Quels sont les médicaments qu'on trouve dans un hôpital? C'est les médicaments basés sur ce que nous appelons les formulaires thérapeutiques. Les gouvernements des pays à ressources limitées élaborent ce qu'on appelle la liste nationale des médicaments essentiels. C'est une liste nationale. Des médicaments essentiels. Ces médicaments-là ne doivent pas manquer au niveau du pays. Parce que ce sont des médicaments qui répondent aux besoins sanitaires et thérapeutiques par rapport aux pathologies qu'il y a dans les pays. Vous n'allez pas, par exemple, avoir des médicaments contre je ne sais pas quelle maladie, je vais Krebs, Lewis Summers, etc. Des cas rares comme ça. Vous n'en avez pas. Vous avez acheté des médicaments, mais ce sont les gaspillages des ressources. Ça, c'est l'autre côté. Parce que comme la pharmacie, c'est l'argent, donc il y a toujours les rapports coût-efficacité. Il y a le rapport bénéfice-risque, mais il y a le rapport coût-efficacité dont il faut tenir compte. Et donc, par rapport au peu de moyens que vous avez la liste nationale des médicaments essentiels. Et cette liste nationale. Mais les hôpitaux se trouvent au niveau des zones de santé. Au niveau des districts sanitaires, qui ont parfois une partie des pathologies listées au niveau national. Mais ils n'en ont pas tous. Donc il ne faut pas avoir tous ces médicaments-là. Il
Ils vont avoir les médicaments dont ils ont besoin pour répondre aux besoins sanitaires, thérapeutiques et pharmaceutiques des patients qu'il y a là-bas. Ces médicaments doivent être à l'officine, ne doivent pas manquer. À l'officine de l'hôpital, ne doivent pas manquer. Parce que les gens qui sont référés viennent dans une situation telle qu'ils doivent être pris en charge rapidement. Ok. Maintenant, vous avez des cas où le médicament qui se trouve là-bas, dans les centres, dans l'hôpital, dans les structures sanitaires, le médecin en a besoin. Ok. Mais il n'y en a pas là-bas. Alors, le malade va à l'officine. Mais ce n'est jamais des cas d'urgence. Ok. Ce n'est jamais des cas graves. Les médicaments des situations d'urgence, des cas graves, doivent toujours être prêts. À l'hôpital. À l'hôpital. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est dans une situation d'urgence. Et puis on prescrit, on va chercher les médicaments, mais il va mourir entre temps. Parce que dans cette situation-là, les choses peuvent évoluer rapidement. Voilà un peu. Donc, si on fait une bonne politique pharmaceutique, ok. tout le monde devrait être sécure. Merci beaucoup, professeur Messia. Les mots nous manquent pour exprimer notre satisfaction. Mais merci beaucoup. Et nous pensons que ces différents aspects évoqués, ces différents aspects développés, bien sûr d'une façon sommaire, pourront aider les pharmaciens que nous sommes et ceux qui sont dans le besoin de pouvoir refaire vivre ces notions en eux pour être encore plus efficaces, parce que deux valent mieux qu'un, hein, comme on le dit. J'insiste sur le fait que les pharmaciens doivent posséder des connaissances, Oui, doivent être capacités pour jouer son rôle de pharmacien. oui. Parce que, vous voyez, je vous ai dit ici que maintenant n'importe qui peut aller et appeler dans l'officine et vendre les médicaments. Ça, c'est la situation en RDC. Faiblesse de l'application de la loi. Mais ailleurs, même ailleurs où la loi est appliquée, on contourne. Maintenant, vous avez des ventes sur Internet. Ok. Tout ça toujours pour contourner le pharmacien. Pour contourner les pharmaciens, vendre sur Internet. Vendre sur Internet. Tu es chez toi à la maison, tu commandes, les médicaments arrivent. Il y a des distributeurs de médicaments. Ce qui fait que si les pharmaciens ne montrent pas son importance, qu'en vendant sur Internet, bien sûr, vous allez consommer les médicaments, mais les conséquences de ces consommations, vous ne les savez pas. Ok. Eh bien, à ce moment-là, même la profession elle-même est en train de se déliter. Donc, il faudra que nous soyons, les pharmaciens doivent être présents. Ok. Il doit être présent autour du malade. Il faut que les bénéficiaires, l'utilisateur des médicaments, sache qu'il a besoin du pharmacien. Et il va s'adresser au pharmacien. Il faut que les médecins sachent que les pharmaciens ne nécessaires, pas comme en RDC. Vous savez, la pharmacie clinique, il faut que je vous raconte comment il est né historiquement, la pharmacie clinique. C'est-à-dire que vous avez aux États-Unis, par exemple, autour des années 1958. C'est là où la pharmacie clinique a commencé, avant de migrer vers le Canada et d'atterrir en France, maintenant et en Europe. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en train de former les assistants ici. Je suis en train de chercher les universités qui ont déjà ce cursus pour les envoyer en formation là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu d'innombrables procès faits aux médecins américains par les patients. Les patients en Occident, aux États-Unis, ce sont des gens qui sont formés. N'est-ce pas? Ce sont les gens qui sont instruits. Jusqu'aujourd'hui encore, ils peuvent aller s'informer sur Internet, ils peuvent lire des revues, etc. etc. De sorte qu'il y a eu beaucoup de procès vis-à-vis des médecins américains par les patients. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'il y a des erreurs thérapeutiques, parce qu'il y a des problèmes de iatrogénie médicamenteuse. Alors, l'ordre des médecins a cherché des collaborateurs compétents qui peuvent travailler à ses côtés pour minimiser ces risques juridiques. Pour cela, ils ont besoin de gens qui peuvent optimiser, vérifier que la stratégie thérapeutique médicamenteuse qu'il a mise en place est adéquate. Pour cela, il a besoin de savoir que la mise en place de cette stratégie ne pose pas de problème. Est-ce qu'il a prescrit un médicament chez un insuffisant cardiaque? Il a prescrit un médicament chez un insuffisant hépatique. Il a prescrit un médicament chez un insuffisant problème d'insuffisance rénale, des choses de ce genre. Il faut que quelqu'un soit là pour lui dire attention, ce médicament est éliminé d'abord par voie rénale et donc c'est un médicament toxique rénal. Attention, ce médicament est fortement métabolisé au niveau du foie. Attention à ce genre d'accumulation. On peut développer ça pendant des jours si vous avez le temps. Donc, on a besoin de ce genre de personnes. Et donc, ils ont dit, donnez, ces gens-là, ça ne peut être que des pharmaciens. Ils ont dit aux pharmaciens,
informez-vous. Venez travailler à nos côtés. Et j'ai des travaux qui montrent que les erreurs médicamenteuses ont baissé de 47% à 3%. Waouh! 3%. Seulement donc, parce ça, que le pharmacien est là. Parce que le pharmacien est là. Et au bénéfice de qui? Du patient. Ok. Donc, alors, il faut savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons gagner l'argent sur le dos du malade? Ou nous voulons être négligents sur le dos du malade? Alors, pourquoi nous avons été formés? Voilà la question à laquelle on peut se poser. Merci beaucoup, professeur Messia. Nous pensons que les pharmaciens du Congo, et même d'ailleurs, hein, qui sont connectés sur notre page Histoire du pharmacien congolais, seront plus que satisfaits par cette adresse que vous venez de faire encore une fois cet après-midi. Nous vous remercions beaucoup et nous demandons toujours, hein, selon votre disponibilité, sur d'autres thématiques, hein, qui pourront toujours être intéressantes pour les pharmaciens. Nous n'hésiterons pas à venir vous supplier selon vos multiples occupations pour que vous puissiez nous transmettre ce recul que vous avez dans ce domaine qu'est le vôtre. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci.